Jacques Osler, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Alors on vous retrouve à nouveau, bien sûr, pour votre chronique Parlons d'Europe. Vous aviez évoqué longuement dans les chroniques précédentes les tentations populistes. Vous aviez même consacré 2 volets à ces tentations. Cette fois, vous voulez revenir sur l'élection de Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne, car pour vous, c'est une avancée démocratique pour l'Europe. Est-ce vraiment un nouveau départ ? Oui Jean-Louis, c'est un nouveau départ. Parce que cette fois, c'est différent, comme l'avait annoncé le Parlement européen. En cette affaire, le nouveau Parlement européen est à la manœuvre. Il a su exploiter opportunément et habilement l'article 17, alinéa 7 du traité de Lisbonne, qui stipule les modalités, en partie nouvelles, de désignation par le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, puis d'élection par le Parlement européen du nouveau président de la Commission européenne. Alors le traité précise, et là je cite, « en tenant compte des élections au Parlement européen ». C'est là la nouveauté. Et après avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Le Parlement, pour répondre aux attentes des électeurs qui souhaitent que leur vote influence effectivement le fonctionnement de l'Union européenne, et aussi pour renforcer son autorité face aux autres institutions européennes, a imposé son interprétation de l'article 17 en prenant l'initiative de créer des Spitzenkandidaten. Nous allons voir tout à l'heure ce que c'est. Ce faisant, le Parlement européen, dans le jeu interinstitutionnel, a fait pièce au Conseil européen en lui imposant, volens nolens, c'est-à-dire qu'il le veuille ou non, en lui imposant de tenir compte de sa majorité de coalition incontournable. Alors celle-ci est composée du PPE, Parti populaire européen, à droite, des socialistes et de l'Alliance démocrate des libéraux européens. Et tout ceci constitue une grande coalition, c'est-à-dire qu'on y trouve aussi bien la droite que la gauche. Il fait en outre du président de la Commission, Jean-Claude Juncker, son obligé. Il démontre ainsi que parmi toutes les institutions européennes, il est le relais démocratique à l'écoute des électeurs et qu'il sait se faire entendre. En un mot, il a gagné. En un mot, Jacques Osler, est-ce que cela ne tient pas de la tactique de politisation et de personnalisation des européennes? Eh bien, si, Jean-Louis, c'est bien ça. C'est en cela, d'ailleurs, que ces européennes sont différentes des précédentes. Et cette différence entraîne nombre de conséquences. Les partis politiques européens ont désigné, pour la plupart, leur candidat au poste de président de la Commission au cas où il arriverait en tête aux européennes. Ce sont les fameux Spitzenkandidaten. Voilà, les candidats des partis. Ce fut Jean-Claude Juncker pour le PPE, Parti populaire européen, Martin Schulz pour les socialistes, Guy Verhofstadt pour les libéraux, José Bové Ska Keller pour les Verts, Tsipras pour la gauche radicale. Ces champions étaient chargés de porter et de personnaliser les réponses proposées par chaque grand parti aux défis auxquels l'Europe et nous-mêmes les Européens sommes confrontés aujourd'hui et demain. Ces réponses sont globalement différenciées et politisées en fonction des valeurs dominantes spécifiques à chaque parti. Les grandes orientations possibles étaient incarnées en un porte-parole visible et identifiable, et ce, pour éclairer et passionner les débats, pour sensibiliser et mobiliser les électeurs beaucoup trop indifférents. Las, Jean-Louis, las. Les médias n'ont pas toujours été à la hauteur de l'événement et des enjeux, en ne diffusant pas suffisamment la confrontation des avenirs souhaitables pour nous-mêmes et nos enfants. Et ce, malheureusement, surtout en France. Aucune grande chaîne de télévision grand public en France n'a retransmis les débats entre les Spitzenkandidaten, et ce, au bénéfice de l'audimat, marquant ainsi leur mépris pour créer un espace public européen, pourtant chaînon indispensable, nécessaire mais pas suffisant au bon fonctionnement de la démocratie européenne. Alors un conseil, mesdames et messieurs, plutôt que déplorer le déficit démocratique, choisissez les médias qui assument pleinement leur rôle, comme Radio Jéricho. Toutefois,
un frémissement d'accroissement de participation a été constaté en France. 42,43% contre 40,50% en 2009. Et ceci inverse une érosion tendancielle de longue durée à la participation. Espérons que cette nouvelle tendance se propagera dans toute l'Europe à l'avenir. Dans le choix des partis européens, ce sont les partis nationaux qui ont pesé. Ainsi, pour le PPE, Parti populaire européen, c'est surtout la CDU, sous l'impulsion d'Angela Merkel, qui a choisi Jean-Claude Juncker contre le français Michel Barnier. Alors on peut se demander pourquoi. Eh oui, pourquoi ? Le commissaire européen Michel Barnier a fait un excellent travail sur la réglementation bancaire et financière. Un travail pertinent et rapide pour que l'essentiel soit achevé avant la fin de la législature. Alors, a-t-il été trop loin dans ses propositions de séparation des activités de banques d'affaires et de banques commerciales ? Sa nationalité était-elle un handicap au moment où la France devient le malade de l'Europe, tant économiquement que politiquement ? Ou bien Jean-Claude Juncker a-t-il semblé à Angela Merkel un compétiteur plus à même de battre Martin Schulz, qui était le président du Parlement européen sortant, mais surtout candidat SPD, c'est-à-dire adversaire de la CDU. Adversaire, quoique nouveau coalisé dans la grande coalition en Allemagne avec la CDU. Pour les socialistes, Martin Schulz n'avait pas d'adversaire aux primaires. Seuls les Verts ont tenté une primaire assez démocratique pour la première fois en Europe. Alors, les primaires européennes sélectionneront-elles à l'avenir des candidats qui seront de bons présidents ? C'est une question importante. Des bêtes de campagnes électorales ne sont pas toujours des aigles de l'exercice du pouvoir. Je ne cite personne. À tout le moins, je pense que désormais, les profils seront beaucoup plus politiques que technocratiques. C'est un bienfait encore à parfaire pour mieux mobiliser les électeurs. C'est un bienfait pour s'affranchir d'une tutelle trop pesante du Conseil européen et des pays les plus puissants, notamment l'Allemagne. C'est un bienfait, enfin, pour que la Commission européenne ne se résigne plus à n'être que le secrétariat général du Conseil, c'est-à-dire un simple exécutif des décisions des chefs d'État et de gouvernement. Mais pour qu'elle retrouve pleinement son rôle de concepteur de l'intérêt général européen, et qu'elle exerce pleinement, dans le cadre de son plan de mandature, son monopole de l'initiative législative. Alors Jacques Ostler, vous avez décidé de traiter ce sujet en 2 volets. Nous vous retrouverons dans 15 jours afin que vous poursuiviez ces explications très précises. Je voudrais tout de même rappeler que vos chroniques sont à retrouver bien sûr sur Jéricho, mais également sur un site dédié. Mouvement-européen-lorraine.fr. Merci Jacques et à dans 15 jours. Au revoir Jean-Louis.